Comme on dit, jamais 203, mon invité aujourd'hui a une carte chouchou et je suis vraiment content de le recevoir pour une troisième fois. La première fois, tu es venu nous parler de produire ton balado avec Cube. La deuxième fois, tu nous as parlé du programme au Cégep. Là, je ne veux pas dire le nom tout croche parce qu'il est assez long, mais balado, streaming et création de contenu, quelque chose comme ça, au Cégep Limoilou. D'ailleurs, petite parenthèse, la dernière fois qu'on s'est vu, on a donné un atelier ensemble dans le cours de dans le cursus de ce cours. C'était vraiment cool. Merci de l'invitation. Et aujourd'hui, on parle de ta dernière réalisation, le podcast France-Alain, le meurtre parfait, le crime parfait. D'ailleurs, on aime ça parler de crime, fait qu'on va parler de ça avec toi aujourd'hui. Avant de commencer, de ce que je me souviens de nos conversations, tu as environ l'âge, tu devais avoir environ 10 ans quand cet événement-là est arrivé. Exactement même. À 9 ans, oui. 9 ans, puis t'étais-tu dans la région de Québec dans ce temps-là? Oui, moi je suis natif de Québec. J'ai été élevé principalement à Charlesbourg. Puis, écoute, je me souviens pas si... J'ai un vague souvenir de l'événement même, tu sais, lors de l'actualité, mais j'ai des vifs souvenirs de la suite, de toute la saga qu'il y a eu par la suite. Ça a duré pendant des années. Faut que le monde sache que j'ai été un fidèle auditeur d'André Arthur. Fait que disons que j'ai baigné dans toute cette histoire-là, André Arthur étant lui-même un personnage important de toute la saga. Tu as devancé ma question, c'est ce que je voulais te demander. Moi, venant de Montréal, 25 octobre 82, j'étais encore dans le ventre de ma mère. Vraiment, j'étais dans le ventre de ma mère. Donc, j'ai plus ou moins, je n'ai peut-être entendu parler aux nouvelles là, quand ça a passé le procès, mais c'est vraiment un vague souvenir. Mais ce qu'on entend, puis je vais faire un petit résumé en gros pour ceux qui ne savent pas de quoi qu'on parle. Dans les années 80, il y a une dame, France-Alain, qui s'est faite tuer. En gros, on n'a jamais retrouvé le meurtrier, puis il y a eu toute une saga. Et je veux juste pas briser le punch, mais tu parlais d'André Arthur. Les radios de Québec ont comme fait un téléroman avec ça, qui a vraiment influencé autant le jury, comme toute la décision et tout. Et c'est un peu ce que vous documentez là-dedans. Ton rôle, tu es un rôle de producteur. Non, de réalisateur. Réalisateur, Réalisateur pour Radio-Canada. Comment c'est arrivé? Comment tu es devenu réalisateur d'un balado à Radio-Canada? En fait, c'est par l'intermédiaire d'un producteur. Donc, moi, et c'est drôle parce que France-Alain, moi, c'est une histoire que j'avais en tête. Je ne savais pas comment je voulais travailler là-dessus. Je savais que ça fait quoi? Ça fait quelques années que je fais du podcast. J'apprends à faire du podcast. J'ai commencé dans un contexte un peu plus où je faisais des shows de chaises. Je me dirigeais tranquillement en intégrant un peu plus de storytelling, puis en apprenant un peu les rudiments de ces structures-là. Puis là, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, j'avais en tête, France-Alain, là, ça ferait une super histoire parce que c'est typiquement histoire de Québec. C'est plus qu'une histoire de true crime. C'est que oui, il y a toute cette histoire de true crime-là, il y a le mystère derrière tout ça. Mais au-delà de ça, ce qui est quasiment le plus intéressant dans cette histoire-là, c'est tout le débordement, le dérapage médiatique, policier et judiciaire qui s'en est suivi ou qui a eu à travers tout ça. Ça en faisait une histoire incroyable que j'avais en tête de réaliser un jour. Puis la vie a mis sur mon chemin. En fait, c'est le réseautage. C'est des vieux amis que j'ai connus en politique qui ont jasé à un moment donné. Puis ils me disaient, Denis, tu fais du balado, on est en train de regarder ça. En fait, c'est mon ami François Paquette qui est directeur, qui est producteur au contenu chez Taiga, la boîte de production, Taiga Production à Québec, la boîte de Martine Foran, qui ils ont fait nos élus, ils ont fait toutes affaires, ils font résidence maudite, tout ça. Puis donc, c'est ça, il y avait Puis c'est lui qui vient, il m'arrive avec ça, il me dit, viendrais-tu nous aider à travailler sur un balado sur France-Alain? Je revenais juste pas. Je l'avais déjà en tête. Donc, tu vois,
le hasard fait bien les choses, la vie fait bien les choses, je sais pas comment dire, mais je pense que je crois plus au réseautage là-dedans. Là, puis voilà, c'est de même que c'est arrivé. Ils m'ont demandé de venir les aider. Puis avec une super équipe, avec un ancien enquêteur de police, Yannick Parent, avec une super journaliste d'expérience, Karina Marceau, qui est absolument incroyable. Écoute, je suis chanceux d'être au contact de ces gens-là. J'apprends encore une fois à travers tout ça. Et justement, un scénariste comme François Paquette qui est excellent, une recherchiste, Julie, qui est là, va juste faire du mal, puis là, elle va écouter ça, puis je vais me le faire remettre sur le nez. J'ai oublié son nom de famille. Je m'en veux beaucoup. Quoi qu'il en soit, tu vois, c'est vraiment pas l'histoire d'un gars là, qui a dit hey, moi, j'ai le goût de faire un balado. Là. Fait que c'est plusieurs personnes qui se sont réunies autour d'une boîte de production qui, elle, qui fait des propositions à Radio-Canada. Puis fait des propositions suffisamment bien ficelées avec où ils mettent en confiance le diffuseur. Puis on se retrouve comme ça, là, après ça, à avoir une entente pour pouvoir faire des balados aussi un peu plus poussés, un peu plus structurés, surtout avec le bonheur d'avoir une diffusion là, j'allais dire la chaîne nationale, je ne sais même plus comment le dire rendu là, mais tu comprends l'idée. Le diffuseur national. Ouais. Clairement que d'avoir un exposure sur Radio-Canada, ça vaut... j'ai travaillé en back-end sur des projets qui n'ont pas abouti. Puis c'est un peu ça qu'on me disait. Si tu peux avoir Radio-Can qui le diffuse, c'est comme... C'est la plus grosse plateforme. C'est là qu'il y a le plus d'écoute de balado au Québec, on s'entend. Là. Je suis privilégié. Puis tu sais, c'est pas pour braguer, mais j'ai Épilogue à Cube. J'ai Elson à iHeart Bell. Puis j'ai France Alain sur audio. Puis évidemment, ça ne s'arrêtera pas là. Mais j'ai vraiment cette chance-là. Il y a 3 grands diffuseurs. Là. J'ai la chance d'avoir un ou des balados sur chacune de ces diffuseurs-là. Donc, ouais, je remercie encore une fois. Parce que j'ai comme manqué Elson. Oui, Elson, c'est... ça aurait pu être notre 4e fois. On garde ça pour la prochaine. Oui, ça me fait plaisir. C'est un balado qui est avec Mélissa Bédard. C'est une série de rencontres des femmes qui se rencontrent pour parler de sujets qui les touchent de près. Donc, il y a différents sujets. Écoute, c'est excessivement varié. Là. On a fait 10 épisodes. C'est disponible sur iHeart. C'est Nouveau, en fait. Nouveau Moi, qui est le diffuseur. Donc, c'est Mélissa Bédard qui reçoit à chaque épisode deux femmes, puis ils parlent d'un sujet. Il y a on couvre là, de nombreux sujets. Puis moi, j'espère qu'il va y avoir une saison 2. Ça a été super bien reçu. Tu pourras aller faire... J'enverrai le lien après, ou tu le mettras, tiens, pour tes auditeurs. Mais tout ça pour te dire que c'est mon autre projet là, plus comment dire, la plus grande diffusion là, avant de travailler sur France Alain. C'était quoi ton rôle exactement? Parce que, tu sais, on entend le producteur. On en avait parlé justement dans le premier épisode. Qu'est-ce que le producteur, le réalisateur, le narrateur, les recherchistes? On a fait un peu une décortication. Dans le cas présent, c'est quoi qu'ils t'ont donné comme mandat? C'est quoi que tu avais à faire? C'est la réalisation. C'était l'expertise aussi balado. Donc, je travaillais j'ai travaillé de près, moi, en fait, tous les gens avec que je t'ai nommé, j'ai travaillé de très près avec eux. Mais tu sais, je travaillais avec François, qui était le scénariste, pour justement s'assurer je revoyais les scénarios avec lui. On a fait, je me souviens, un des premiers ateliers de travail qu'on a fait on est allé sur les lieux, sur la rue Chapdelaine, on a marché la place, on a commencé à s'imprégner de l'endroit de l'ancien CHRC, la station de radio. Pour ceux qui savent, là, il y a un journaliste qui s'appelle Benoît Proulx, qui est encore vivant, qui avait été pointé par les médias comme étant le tueur. Tu sais, on dit maintenant présumé. Lui n'a pas eu le droit à cette petite nuance-là. Je te jure, c'était pas chic. Là. Vous écouterez le balado, vous allez voir, il a été... c'est pas facile ce qu'il a vécu. Quoi qu'il en soit, le tueur présumé avait été présumé, c'était Benoît Proulx. Puis, donc, lui, il travaillait à CHRC. Fait qu'on avait été sur les lieux, comme je te dis, de l'ancien CHRC pour s'imprégner, comme je te disais, marcher tout le truc. Puis là, ben, on avait commencé à se faire une idée de la façon qu'on voulait raconter cette histoire-là. L'idée qui m'est venue, moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, puis ce que j'avais envie de faire vivre aux auditeurs, c'était je voulais les faire... Je me disais, les balados sortent pas assez. Les balados restent en studio,
Puis là, je me disais, il me semble que ça serait le fun de le faire justement comme ce qu'on vient de vivre là. Moi puis François, on vient de le marcher, on l'a vécu. C'était différent, là, tu sais. On a vu le coin de rue où France Alain a été abattu à coups de 12. C'était touchant. Ça amenait un cachet. Puis je me suis dit, il y a certainement une façon de rendre ça en balado. Puis l'idée que j'ai eue dans ce contexte-là, c'est de dire, ce qu'on va faire, puis là, ça revient à mes responsabilités. Donc, vois-tu ça, cette espèce de façon-là de raconter l'histoire au-delà de la scénarisation même, mais tu vois que c'est un travail qui va de pair. Ben là, c'était de dire, écoute, on va faire ça, voici comment on va le produire au point de vue technique. On va avoir micro-cravate, on va avoir la perche, tu sais, avec un micro-canon. On va aller sur le terrain, on va suivre, puis on va refaire cette espèce de parcours-là entre la rue Chapdelaine, CHRC, l'Université Laval, le poste de police de Sainte-Foy, tous les lieux qui ont eu une signification importante dans cette histoire-là pour nous rendre jusqu'à la fin. Puis là, comme tu disais tantôt, on ne vendra pas le punch jusqu'au cimetière où est enterré France avec ses parents, pour justement aller au-delà de juste raconter une histoire en studio, mais vraiment vivre l'émotion, se faire décrire les lieux par nos animateurs, tu sais, Karina puis Yannick. Ils le disent eux-mêmes dans le parcours, puis ça a été ma récompense là, à travers tout ça. À un moment donné, dans le deuxième épisode, Yannick dit il est à l'université, tu sais, puis là, il est dans un couloir où France a étudié, puis il dit c'est spécial de revivre tout ce parcours-là. Ça me permet de le vivre autrement, puis de m'imprégner plus de l'histoire, puis exactement, en fait, ce que je cherchais à atteindre, puis je pense qu'on le sent bien. J'ai eu un collaborateur incroyable, là, essentiel, je te dirais, un génie de l'audio. Il s'appelle Christian David. S'il écoute ça, salut Christian, qui m'a aidé là-dedans, qui a fait le montage, le mix sonore, puis il l'avait vraiment bien saisi, cet élément de réalisation-là que je cherchais à atteindre. Puis, écoute, j'ai été choyé. Fait que c'était un peu... Je ne sais pas si tu vois un peu la dynamique. Je ne sais pas si je réponds à ta question à travers ça. Fait que je travaillais autant, dès le départ, à la façon qu'on voulait le rendre, s'assurer qu'on le rendait de la bonne façon. Là, bon, c'est pas des gros budgets. Tu connais Balado, t'es comme moi, Sandro, on n'a pas des énormes budgets. Fait que c'était moi qui étais là à la perche, puis tu sais, tout le kit. Ça faisait rire certains de mes amis qui disaient, bon, Martel est rendu preneur de son. Puis après ça, travailler avec Christian au montage, avec François, qu'on réécrivait des choses, on fallait retourner, refaire des éléments. Puis après ça, on écoute le résultat final. Travaille avec la recherche, avec la prod, avec Martine aussi, tu sais. S'assurer que tout ça, il y a des considérations aussi de livraison qui ont été assez importantes. C'est quand même exigeant, tu sais. Puis quand Radio-Canada te donne un deadline, il n'est pas question que tu passes à côté, là. Hein? C'est un client que tu ne veux pas décevoir. Donc, voilà, à travers tout ça, je te dirais que ça me fait... C'est un mandat dans lequel tu touches à toutes les étapes, mais pour lequel tu as un rôle de suivi créatif pour rendre ta vision du début jusqu'à la fin. Mais je voudrais surtout pas que les gens pensent à travers ça là, que c'est le travail d'un homme, vraiment pas. Là. Je ferais absolument rien. Ça serait sans les collaborateurs que je t'ai nommés, là, qui sont absolument exceptionnels. Puis, tu sais, ça a été un travail de... Excuse-moi, je sais, je parle toujours beaucoup, mais là, ça a été un travail de vraiment de co-création. Hein. Je me souviens qu'on était sur le terrain. Je me souviens là, avec nos feuilles tout croche en palais de justice. On était avec nos feuilles, puis là, on avait nos textes. Puis là, avec Karina, on réécrivait des choses directement. Karina, qui a beaucoup d'expérience dans le milieu, amenait son apport direct. Cet élément-là, c'est important qu'il soit souligné à plusieurs traits. C'est sûr que quand on écoute le balado et qu'on entend le générique à la fin, on voit que c'est pas un single man show. Il y a plusieurs. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de monde. Il y a comme une minute de remerciements. Je pense même. Ouais, je pense que tu as raison. Tel quel. Je pense que c'est carrément une minute. Je vais te sortir le nom de Julie, la recherchiste, parce que c'est pas. Je m'en veux, là, c'est Julie Harvey. Voilà, Julie, justice est rendue. Julie, on te salue. Meilleure recherchiste au Canada. Wow.
Puis je vais en profiter pour justement parler de la recherche parce que je voulais parler de ça avec toi. À quel point est-ce que tu as été impliqué ou est-ce que tu as vu un peu comme les résultats de la recherche? T'as-tu pu jouer de là-dedans? Oui, on a tout le monde est, comme je te dis, c'est un travail de co-création. On avait des ateliers de création réguliers où tout le monde était là. Donc, tu sais, quand tu as la chance d'avoir un enquêteur de police, tu sais, Yannick, c'est pas n'importe, c'est pas banal, là. Il était responsable d'un département d'enquête policier. C'est un policier à sa retraite, Yannick. Il est tout jeune, mais c'est la police. Tu commences jeune, tu finis plus jeune. Puis, donc, on avait Yannick Parent. Tu as la chance d'avoir ce gars-là, tu l'impliques dans la recherche. Tu as Karina Marceau, journaliste, grande journaliste, qui aussi, tu as Julie Harvey, comme je te disais, avec une expérience de recherchiste incroyable. Puis, ben, nous, comme François, comme scénariste, avait tout intérêt à être présent et à amener ses apports. Même chose pour moi. Puis, tu sais, tout le monde a amené ses points. C'est sûr, au final, ça converge vers les efforts que Julie doit faire à la recherche, mais il reste que chacun amenait son apport pour dire « Hey, moi, j'ai peut-être ce contact-là. Hey, ça serait le fun de parler à telle personne. » C'est vraiment autour d'ateliers réguliers que ces éléments-là surgissent. Puis, il va y avoir il y a une autre équipe là, qui sont en train de produire une émission de télé sur France Alain actuellement. Je ne sais pas quel angle ils ont choisi, mais j'ai hâte de voir, parce que d'avoir eu un enquêteur au sein de notre équipe, ça l'a amené une dimension incroyable. Yannick nous a donné accès à des anciens policiers, des gens qui n'auraient jamais parlé à des journalistes. Jamais. C'est une question de confiance. Tu sais comment, tu imagines aisément, en fait, sinon, là, comment le milieu policier, des fois, peut être fermé. Ça demande il faut pouvoir mettre ces gens-là en confiance. Puis, il y a bien des gens là-dedans, je pense, qui n'auraient jamais parlé si ce n'était pas de parler à un policier, à un ancien enquêteur, quelqu'un à qui ils pouvaient avoir pleinement confiance. Puis ça a amené une dimension incroyable. On a parlé à des policiers, des instructeurs de police on dirait qu'ils ont participé. On a un instructeur de police, entre autres, là, à qui on parle. On dirait qu'il a participé à tous les événements marquants des 50 dernières années du Québec. C'est malade là, quand on parle avec. C'est fou. Fait que c'est une bonne chance. Ça aussi, c'était une grande chance. Puis, juste compléter, on a aussi, à travers nos recherches, on a trouvé Benoît Proulx. Donc, on a parlé à Benoît Proulx. On est allé chez Benoît Proulx. On a aussi parlé à André Arthur, ce qui n'était pas simple. André Arthur est mort pendant la démarche. Il faut le faire. Là. On s'attendait... Évidemment, on ne s'y attendait pas. On était pris. Vraiment. Je me souviens qu'un matin, on voulait rappeler M. Arthur pour valider des éléments, lui parler, puis ça ne répondait pas. Puis on était là, bon, on rappellera. T'sais. Puis le lendemain, on apprend, en fait, il était à l'hôpital, puis il était mort. Donc, ça a été particulier. Ça amène une dynamique. On a fort probablement la dernière intervention enregistrée d'André Arthur dans ce balado-là. Tu parlais de confiance, puis tout. Puis une chose que j'ai vraiment appréciée en tant qu'auditeur, c'est que le frère de France Alain ne voulait pas s'en mêler, puis vous avez comme respecté ça. Vous l'avez dit, comme il ne voulait pas s'en mêler, puis on respecte ça. Puis j'ai trouvé ça cool, de ne pas harceler ou de pas... Des fois, il y en a par du sensationnalisme. On n'aurait pas entendu un bout du téléphone qui dit « je ne veux pas en parler » ou peu importe. Écoute, ça aurait été particulier qu'un balado qui traite du dérapage médiatique embarque lui-même dans le piège. Il dérape, ouais, t'as raison. Vu de c'est carrément ce qu'on s'est dit tel quel. Puis ça a été une discussion qu'on a eue entre nous, encore une fois, en co-création, l'équipe. On se l'est demandé. Il y avait des gens qui disaient « Oh non, on force, on y va, on pousse, on rentre avec un micro caché. » Tu sais, des affaires de même. Puis Karina, pour elle, c'était très important qu'on n'aille pas là, tu sais. Qu'on fasse pas ça. Puis c'est elle qui nous sensibilisait à cet aspect-là plus. Puis je dis pas là, que je veux pas laisser faire passer toutes les autres pour des gens sans éthique. Mais on se l'est quand même demandé. Puis c'est normal, ça fait partie de notre démarche. Puis je me souviens que pour Karina, c'était très important cet aspect-là. Puis tout le monde s'est rangé derrière son point de vue par rapport à ça. Ça aurait été... puis je suis content que tu le soulignes, vois-tu, ça c'est perçu, ça a son effet. On a choisi de justement pas aller là parce que premièrement, le gars avait déjà donné, il avait déjà suffisamment souffert. S'il n'avait pas envie de le faire, regarde, that's it, je pense qu'on avait... Puis je sais pas si tu étais d'accord, mais ça n'a pas
ça enlève rien à l'intérêt que le balado présente. Je connaissais pas l'histoire. Fait que sincèrement, ça n'a rien enlevé. Tu sais, vu de l'extérieur, je sais pas si ça a rapporté quelque chose de plus, mais je veux dire, le produit est très bon, c'est très bien livré. L'histoire, je connaissais pas l'histoire. C'est vraiment c'est quelque chose. J'invite tout le monde à écouter ça. C'est 1h30. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez rencontré comme une organisation qui aide les victimes de meurtres non résolus, meurtres et disparitions non résolus. Puis il disait qu'il y aurait à peu près 5000 cas non résolus au Canada en ce moment, là, qui connaissent depuis les années 50. Ça, c'est quand même, ça veut dire, tu sais, ça n'est un, mais lui, c'est parce que ça a dérapé qu'on en parle, mais clairement, il y en a beaucoup plus de familles qui savent, qui ont un mort ou une disparition, qui n'ont aucune idée. Petit point sur ça, c'est terrible cet aspect-là parce que je pense que ça doit être une des pires souffrances de la famille, cet aspect-là. On a parlé aussi à Bertrand Alain, le frère de France. Puis c'est la même chose. Il a choisi, lui, il a dit, écoutez, faites-nous pas ça. On veut pas revenir on the spot. On n'a pas le goût de revenir là-dessus. Puis ça a été assez difficile. Puis tu vois qu'il y avait la confiance qu'il avait quand on lui parlait envers les journalistes avait été brisée. Tu le sentais, là. Pour lui, c'était hors de question qu'il se prête au jeu médiatique par rapport à tout ça. Ça doit être l'une des plus grandes souffrances pour la famille de ne pas avoir eu justice, ne pas avoir su qui avait fait ça. Au-delà du fait là, de toute cette histoire-là, on aurait pu s'amuser à refaire l'enquête et à essayer de pointer des nouveaux coupables, parce qu'il y a eu d'autres noms qui ont sorti. Mais on trouvait qu'au-delà de ça, puis je veux faire attention à pas trop spoiler, là, mais que ne serait-ce que de documenter les dérapages sur les 3 aspects que je disais au départ, donc policier, judiciaire et médiatique, c'est déjà quelque chose en soi. Fait que mais je voulais quand même revenir. Là. C'est drôle parce qu'on parle beaucoup de l'histoire de Provencher, là, la Cédrica Provencher, depuis quelques temps. Là. C'est d'actualité parce que ça fait 15 ans. Puis je repensais à la famille. Il faut savoir que les parents de France Alain sont enterrés sur le même lot que France, sa mère et son père. Après elle, c'était un enfant, elle avait 21 ans. Ça devrait jamais arriver. Puis on n'ira pas dans les lieux communs, mais je pense que t'en conviens aisément. Là, ça n'a pas de sens. Là, quand des parents font toute une vie sans savoir, puis finissent par aller rejoindre leur fille. Fait qu'imagine l'ambiance que ça a mis suite au parcours que nos 2 animateurs ont fait sur place lorsqu'on était rendu à la fin auprès de ces 3 personnes-là d'une façon significative. C'est venu contribuer beaucoup à l'ambiance. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette démarche de réalisation-là qui nous a amenés sur le terrain. Quand il disait justement, à un moment donné, c'est Pierre Tombal, sans spoiler, les dates de naissance et de mort de France, puis ensuite de ses parents. Moi, étant parent, je me dis, ça doit pas être drôle, ça. Tu vis quasiment 35 ans, là. Tes enfants sont morts, tu n'as aucune idée c'est quoi, puis tu as toute cette boîte-là. J'ai comme un gros respect pour... pas une pensée, je ne vais pas dire un respect, là, parce qu'ils l'ont subi, on s'entend qu'ils ne l'ont pas choisi, ils l'ont juste subi. Mais une grosse pensée pour eux autres. Recherche. Là, je suis curieux. Je m'en vais sur une pente glissante. Fait que tu m'arrêtes. Si on va nulle part, on va nulle part. Je le couperai. Je dirais ça. Je dirais tu vas nulle part. On s'en va nulle part. Hein. Non, mais vas-y. La curiosité morbide de podcasteur. C'est pour ça que j'avais commencé avec est-ce que tu t'es impliqué, est-ce que tu as vu. Puis là, je te demande pas de dévoiler des noms, je te demande pas de faire du sensationnalisme, mais là, tu as une recherchiste qui est la meilleure au Canada. Tu as Yannick Parent de l'autre bord. Vous voyez des affaires. Y a-t-il des points à un moment donné que vous avez dit, hey boy, c'est comme. Ouais, j'aime le où. Ah ouais, on a des. Ça a été, je te dirais que c'est dans les souvenirs les plus vifs puis les plus rigolos, quand même, que je vais garder de toute cette aventure-là, avec, entre autres, avec François, le scénariste avec qui on a parlé. Puis oui, avec Julie aussi. Je te dévoilerai rien de ces discussions-là. Mais on a passé par peut-être 4, 5 hypothèses. Fait que c'est sûr que tout ce qu'on a vu déterrer nous a amené à nous questionner sur des incohérences, des trucs, des éléments. Mais effectivement, c'est excessivement glissant.
Donc, je n'irai pas là aujourd'hui, mais quand même, je peux te dire que ça fait partie du processus. On a eu des hypothèses, on a eu des questionnements, on a eu des fois loufoques, des fois juste comiques, d'autres qui ont laissé des petites traces qu'on aimerait peut-être éclaircir, mais je pourrais pas, j'irai pas plus loin que ça. Avez-vous un consensus sur la piste la plus plausible, sans la divulguer? Avez-vous réussi? Pas. Non, OK. Non. Il n'y a pas de consensus. Mais on est... Ouais, je pense pas, mais tu sais, on est tous d'accord pour dire que ça n'a pas de bon sens ce que Benoît Proulx a vécu. Ça n'a aucun Christ de sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est fou raide. Quand tu regardes, là, tu sais, je vais vous laisser découvrir dans le balado là, toutes les démarches puis tout, mais à un moment donné, tu regardes ça, tu te dis, mais voyons, comment c'est possible? Comment ça a pu poursuivre? Comment ça a pu continuer? Là? Ça n'a pas de sens, ça tient pas de bout. Mais juste qu'est-ce que vous décrivez dans le balado, ça va de soi. Les points techniques qui ont comme ça n'a comme pas de bon sens. Juste que ça n'a pas été changé de ville. Là. Je vais juste spoiler ce point-là. Ouais. Parce que. De toute façon, ça fait partie de l'actualité. Là. Mais ça, écoute, c'est un élément clé, tu as raison. Ça juste ça, tu fais, mais ça pouvait pas se tenir à Québec. Écoute, on a la chance d'avoir. Voyons, juste faire du mal, j'ai oublié son nom, là, la fille du procureur principal, mais surtout elle, pas du procureur, excuse, de l'avocat de la défense, là, mais voyons, Suzanne Corriveau, c'est un personnage que tout réalisateur souhaite avoir dans ses balados. Là. Cette femme-là, elle est truculente. Je suis content de pouvoir utiliser le terme. Hein. C'est un mot qu'on n'a pas la chance de dire souvent, truculent, mais c'est le cas. Là. C'est comme la Paul Bois. Je sais pas, c'est quoi, non? C'est Paul Boissonneau qui s'appelait, là, un personnage expansif qui s'exprime avec beaucoup de couleurs. Écoute, de l'avoir eu pour. C'est elle qui a transformé, je te dirais, l'épisode 2 en l'épisode qu'il est à travers ses témoignages. C'est un délice de l'écouter s'exprimer sur la situation. Puis quand on en parle, elle, justement, de cet aspect-là, que le procès se soit tenu à Québec, c'est délicieux comme moment. En plus que là, c'est flagrant là, à quel point elle a raison. Mais la façon dont elle l'exprime, c'est du bonbon. Clairement, elle s'exprime bien. J'aimerais l'avoir de mon bord pour mon plaidoyer. Hein? Je suis sûr c'est sûr que quand tu as vu des plaidoyers en côte, tu sais que, écoute, elle ne doit pas nous échaper beaucoup. Non, c'est clair que ça doit être un délice d'écouter ça. On devrait aller chercher les tapes. Hey, tu dis, toi. on va pas. Rien que rappeler, là, pour te dire un peu le portrait de l'époque, que André Arthur appelait, puis il l'appelait encore comme ça quand il parlait au téléphone. Là, il appelait son père, le père de Suzanne Corriveau, Laurence Corriveau, il l'appelait Laurence d'Alibi. André Arthur, en dehors de tout ce qu'on lui reproche, là, puis c'est vrai, je veux pas rentrer là-dedans, il y a vraiment eu des dérapages qui ont pas de bon sens. Moi, c'est un personnage que j'ai adoré pour ses bons côtés, évidemment, pas parce que c'est pas pour les côtés plus discutables, mais était un caricaturiste incroyable. Si tu le regardes sur cette capacité-là à générer des caricatures, c'était phénoménal. Il y avait des façons des jeux de mots comme ça qui venaient amener qui venaient décrire et rendre une situation comique. Moi, quand je l'entendais parler de Laurence d'Alibi, je peux dire, je n'avais pas le choix d'avoir un petit sourire en coin. Là. On retrouvait le personnage. Là, je ne vais pas faire de supposition là-dessus, mais c'était en 2020, il a tweeté genre à Benoît Proulx, bonne conscience, là, quelque chose comme ça. Oui, en gros, mais oui, tu l'as bien perçu, c'est exact. C'est un peu ça qu'il lui disait. Et il n'a jamais lâché. Il n'a jamais lâché. Lui, il était clairement, malgré, comme tu dis, vous autres avez fait de la recherche, puis c'est comme, vous l'écartez, là, c'est ce que j'en conclus, c'est ce que j'en comprends. Peut-être pas l'écarter, mais il aurait pu avoir plus de rigueur avant de l'accuser, mettons. Ouais, ça c'est sûr, là, au point de vue médiatique, c'est no-brainer. Nous, rien que pour dire, on n'écarte pas nécessairement. Moi, je t'ai dit que dans notre fort et conscience, je pense qu'on a l'expression, personnellement, en dehors du balado, oui, je pense qu'on l'écarte.
tous, mais c'est pas le sujet qu'on traite dans le balado. On se contente d'exposer les faits. Oui, il y aurait pu avoir plus de mais c'est parce qu'il y avait tout un contexte. Hein, il aurait pu avoir une meilleure éthique, je sais pas, une meilleure éthique de travail. Puis là, écoute, je ne vraiment pas. Là, je ne commencerai pas à faire des leçons à donner. Je me vois vraiment pas donner des leçons à André Arthur. Là. C'est genre, je sais pas combien, une dizaine d'années de métier à côté de ma petite personne là, qui fait des petits balados, qui bricole ses petits trucs dans le coin. Là, je me sentirais très, très mal de faire la leçon à un homme comme celui-là. Mais il y avait tout un contexte. Il y avait cette espèce de... Il y avait John Tardy, qui est un autre personnage incroyable à découvrir dans le cadre du balado. Il y avait tout ce contexte de lutte syndicale-là au sein de CHRC, entre les journalistes et les patrons, dont était André Arthur. Il y avait cette course-là à l'auditoire. À l'émission du matin à Québec, qui avait qui pétait des performances là, au-delà de ce qu'on rencontre encore aujourd'hui, hein, qu'on n'a même jamais réatteint des niveaux d'audience aussi forts que ce qu'André Arthur a réussi à atteindre. Et non seulement ça, mais qui se chicanait avec quand je dis chicanait, oui, dans l'absolu, on le voyait tout le temps dans des histoires de chicane, mais qui était en bataille de code d'écoute avec des autres émissions. Il n'était pas le seul à faire une radio performante à Québec, donc c'était très, très, très agressif. Tous les coups étaient permis, Fait que quand tu prends... John Tardy, les poursuites, les syndicats, la course à l'audimat, c'est probablement comme l'a dit Karina dans le balado, c'est la tempête parfaite. C'était la tempête parfaite pour des dérapages à tout point de vue. Puis on va le dire, dans une petite ville quand même, avec un écosystème médiatique impressionnant pour la grosseur de la ville. On l'a un peu. Là, je ne me ferai pas d'amis, mais on a un peu une petite esprit. Il y avait l'esprit de village, un peu. À travers ça, là, il y avait. Ça a joué. Pour ma défense, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais toi, tu n'aurais pas eu le droit. Non, c'est clair. J'aurais jamais osé non plus. J'aurais jamais osé non plus. Exact, ça aurait vraiment mal passé. Oubliez ça. Moi, me faire détester par les autres, j'ai l'habitude. Fait que ça, c'est pas si pire. T'as le droit, tu viens de Québec. Je vais déraper un peu. On parlait de Sidérica Provencher qui est d'actualité. T'as-tu un autre projet sur le Boilerplate? T'as-tu quelque chose? On est en train de travailler sur... Il y en a deux qui sont en train de se concrétiser, en tout cas, de devenir toujours plus précis. Je ne pourrais pas t'en dire plus, par contre. Mais oui, on a des... Mais c'est pas Sidérica. Ça, je peux te dire ça. Je peux te dire ce que c'est pas. Je peux pas dire ce que... J'aime mieux pas te dire ce que c'est tant que... À cause des partenaires, là, ça serait pas respectueux. C'est-tu encore avec un gros diffuseur? Encore avec écoute, tu sais un peu comment je travaille, là, j'ai des projets personnels, mais j'ai aussi mais dans ce même contexte-là, avec Taiga, avec un diffuseur comme Radio-Can, il y a des choses qu'on est en train de regarder, oui. Je vais aller écouter Elson. Pas le sujet, j'ai catché. Comme au début, quand tu as dit Elson, je voyais comme E-L-S-O-N, mais dans le fond, c'est E-L avec un S, son. Fait que c'est comme... Oui, c'est pas le son. C'est un gars de Québec. C'est ça, un gars de Québec. Ouais, le son. Le son est bon. Le son est bon. C'est Elson avec Mélissa Bédard. Oui, on va voir si tu veux. On pourra repasser à complètement une autre démarche. Hein, ça a été... c'est très, très différent. Puis, tu sais, tantôt, quand je disais avec la meilleure recherchiste au Canada, c'est qu'il y en a une autre meilleure recherchiste au Canada. Elle s'appelle Charlotte Laberge. C'est la fille qui a travaillé avec nous sur la Elson. Le succès de ce balado-là, tu sais, écoute, on a des sujets comme infidélité, relations toxiques, troubles alimentaires, troubles de santé mentale, travailleurs du sexe, religion, féminisme, vivre sans enfants. Écoute, à un moment donné, je me souviens, elle avait comme mandat de trouver des femmes qui regrettaient d'avoir eu des enfants, qui aimaient pas qui aimaient pas leur enfant, mais tu sais, trouve ça, toi, comme recherchiste, une femme qui va être assez... qui va venir dire publiquement, moi, je regrette d'avoir, tu sais, je veux dire... Puis elle a fait un travail absolument incroyable, Charlotte, dans ce contexte-là. Ça a été... c'est un projet complètement différent, mais c'est l'autre meilleure recherchiste au Canada. Elle s'appelle Charlotte. Ben, on s'entend qu'ils ont tout leur domaine aussi d'expertise, je veux dire.
Il y a ça. Rechercher des gens puis rechercher des faits juridiques, c'est 2 niveaux d'expertise totalement différents. Fait il y a bien des meilleurs, je pense, dans les recherches, dépendant du produit. Tu comprends qu'il y avait une petite... Oui, mais j'aimais la joke. Qu'il y avait expression, deux meilleurs. Au Canada, là. Au Canada. Quand je disais le meilleur au Canada, ça vient, c'est drôle, ça me vient de mon temps dans les agences. Là. C'est une blague qui, quand je travaillais chez Sidley, imagine-toi donc, ça s'appelait Diesel à l'époque. J'avais Martin Gauthier, qui était mon collègue et patron, qui utilisait cette expression-là pour lui-même l'avoir emprunté à un de ses anciens patrons. Fait que tu vois comment ça vit encore aujourd'hui en 2022, la meilleure au Canada. S'il entend ça, qui n'arrivera pas, ou que si quelqu'un d'autre de Diesel entend ça, ils vont rire en tabarnouche, je peux te le dire. Bon, on va leur envoyer. On va dire, allez écouter ça. Le meilleur au Canada. Moi, l'expression d'agence que j'aime le plus, c'est quoi l'avancement du projet? 90% complété, 90% à faire. Trop malheureux, trop souvent malheureusement vrai. Les beaux débordements. Les gens d'agence vont comprendre de quoi qu'on parle. On aura l'occasion d'en reparler, de Elson. C'est sur Nouveau Mois pour ceux qui... Définitivement, je vais mettre les liens, bien sûr, puis je vais aller écouter ça. Y a-t-il une question, un point, quelque chose que j'ai pas abordé, que tu aurais aimé qu'on parle? Non, écoute, j'ai adoré d'ailleurs tes points, je trouve que tu as vraiment mis le doigt sur les... Déjà, c'est clair que tu l'avais écouté, là. Pas juste une oreille distraite en plus. Merci déjà pour ça. Non, Sandro, c'était vraiment un moment bien structuré, des questions que je n'aurais pas pu espérer mieux. Là. Je vois pas autre chose. Puis, juste une petite parenthèse en terminant, je ne voulais pas t'interrompre là-dessus. Quand je parlais des recherches, je ne voulais pas nécessairement te faire dire des choses, mais je voulais juste éveiller le côté curieux des podcasteurs parce que quand tu as travaillé sur d'autres projets, tu sais un peu que tu vois des choses, tu peux pas dire, il faut que tu gardes pour toi. Puis si ça peut en motiver d'autres à faire des recherches ou à faire des podcasts, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux pas t'exposer publiquement et dire moi je pense que c'est ça parce que tu n'as pas les compétences ou whatever, mais tu vois des faits et tu dis hey boy. On a parlé dans le cadre on l'entend dans le premier épisode à Anne-Marie Dussault. Qui avait fait un reportage spécial un an après le meurtre puis son objectif, elle, à travers cette émission spéciale-là, c'était de relancer justement des pistes pour essayer de trouver justement pour pas que les parents et les proches restent sans justice, sans savoir. Puis ça avait, délié quelques langues, mais pas suffisamment pour déboucher. Puis quand on lui a reparlé en 2022, cette année, en faisant notre document, mais c'est encore ce qu'elle avait comme souhait. Je ne sais pas, je ne me souviens plus si on l'avait gardé au rush, au dérochage, là, mais elle nous avait clairement exposé que la raison pour laquelle elle avait accepté de nous parler, c'est parce qu'elle souhaite encore en 2022 elle dit si votre document pouvait faire débloquer l'enquête, puis que l'on sache qu'on puisse trouver qui a été l'assassin de France Alain. C'était son souhait le plus grand. Fait que tu as raison de dire ça, je pense. Ça va dans ce sens-là, tu sais. Puis c'est incontournable. C'est dans la démarche. Si on était... Qu'est-ce qu'on pourrait penser? J'aime l'expression, tu sais, il y a des gens qui chialent, ils disent quand ils voient un bureau en désordre, ils disent le bureau est à l'image de ton cerveau. Mais si c'est vrai que le bureau est à l'image de ton cerveau, qu'est-ce qu'on doit penser d'un bureau vide? Ma comparaison, c'est de dire ça aurait été d'être un cerveau vide que de ne pas avoir d'hypothèses, puis de pistes, puis de chercher. C'est une curiosité normale, je pense, d'individus intelligents, de faire des liens quand tu te fais exposer à toute cette courte pointe-là de faits et d'heures et de moments et d'individus et de témoignages, et tu finis par te refaire, tu sais, essayer de la refaire toi aussi, la courte pointe là, à travers ça, puis tu le vois, là, les fils qui manquent, là, tu sais, mais regarde, c'est ça. On tombera pas dans le... On fera pas l'erreur de... C'est ça. On fera pas l'erreur qui a été faite une fois. On va accuser quelqu'un une deuxième fois. Sur le truc. Il y a un nom que vous nommez, là, Richard Filion, justement, qui dit que lui il s'était vanté du meurtre. Fait que ça, c'est une piste que j'aurais aimé
personnellement comme creusé. Ça, je fais juste dire ça comme out of nowhere. Là, c'est quand non, même... mais tu as raison. Puis je pense que la série télévisée, en ce sens, va satisfaire ta curiosité, je pense. Parce que je pense qu'ils se sont donné un peu plus cette... on ne les connaît pas, là. Moi, je ne les connais pas, en tout cas. Mais j'ai entendu parler un peu de leur projet à travers, parce que veut pas, on parlait du monde. On avait comme une démarche parallèle. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils étaient beaucoup plus axés, eux, sur de refaire l'enquête criminelle. Fait que c'est sûr qu'ils ont exploré cette piste-là. Fait que tu vas en savoir plus. Fait que vois-tu, on va être complémentaires à travers ça dans nos projets. Mais les policiers à qui on a parlé, nous, qui est grâce à Yannick, qui était le responsable de l'enquête officielle, l'enquêteur qui est à la retraite aujourd'hui, on lui a parlé en direct de la Floride. Quand on lui a amené ce nom-là, il est parti. Il riait quasiment. Il était comme, il dit non, c'est pas sérieux. Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas l'écarter quand même. C'est ça. Puis ça avait été dit aussi dans le balado là, que justement qu'il avait dit que c'était un éléphant blanc. Oui, exact. C'est l'expression qu'il avait prise. Tu as raison. Moi, j'aimerais terminer par ma petite pensée là-dessus. C'est rare, je prends la parole. D'habitude, j'essaie de laisser la place, mais quelque chose que je trouve vraiment cool des balados d'enquête, c'est qu'il y a vraiment des balados qui font avancer les choses. C'est pas un secret, je t'ai mis avec Stéphane Berthomet, puis, tu sais, il y a plusieurs de ces balados qui ont fait que les enquêtes ont dû être réouvertes au grand malheur des policiers qui veulent comme pas toucher un cold case nécessairement, même s'ils disent qu'il est cold puis que quelqu'un le vérifie une fois de temps en temps. On s'entend de résoudre, c'est peut-être pas leur où ce qu'ils veulent affecter le plus de budget. Puis je ne mets pas la faute de ces policiers, c'est le système au complet. Je veux dire, s'il manque de fonds pour arrêter les criminels présentement, ils n'ont peut-être pas le goût d'enquêter sur un vieux cas de meurtre. Mais je trouve que c'est vraiment l'esprit du podcast. Je trouve ça tellement cool qu'avec un micro, avec les technologies qu'on a, que des gens réussissent à faire avancer les choses. Je souhaite que France Alain, ça soit le même cas, que vous réussissiez à faire avancer les choses parce que je trouve que c'est puissant, puis c'est comme une démocratisation. Tu sais, on parle beaucoup de les technologies, là, on va parler des mauvais côtés de la technologie, mais ça, c'est un côté de la démocratisation du contenu qui fait avancer les choses concrètement. Fait que merci d'avoir fait ça pour nous. Ben, écoute, plaisir. J'aurais le goût de te dire que c'était pas la seule motivation derrière tout ça, mais tu as raison, c'est un point super intéressant. Puis j'en profite pour saluer Stéphane Berthomet aussi en même temps, là, qui est un modèle. Stéphane, on te salue. Fait que merci, Denis. Merci pour ton temps. Merci d'avoir fait ça. Même si c'était pas la seule motivation, moi, c'est quelque chose que je trouve. On cherche à changer le monde à quelque part, ou à améliorer le monde, ou laisser notre trace. Puis d'aller chercher des éléments comme ça, je trouve que vraiment, on fait quelque chose de plus grand que nous. À notre exact, voilà, tu t'avais bien fini, j'aurais juste pas dû en reparler. De plus grand que nous. Non, mais c'est une notion importante. Ça rend très modeste d'être exposé à ce genre d'histoire-là. Merci, Denis. On se revoit une 4e fois pour Elson. Yes! Super. On en reparle. Fait que stay tuned. On reparle bientôt. Parfait. Merci.